Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Pierre-Alexandre Collomb. Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour Isabelle. Pierre-Alexandre, vous êtes jésuite. Vous êtes en train de finir un second cycle en théologie des arts, mais ici, aux facultés Loyola Paris, vous êtes rattaché au département d'esthétique. Nous vous recevons ici même parce que dans Christus, de ce début janvier 2025, vous avez publié un article intitulé « Le noir dans la peinture, apprendre à entrevoir ». Et on s'est dit que ça faisait un bon angle d'approche original pour notre podcast. Vous avez donc écrit dans Christus, c'est une revue ignatienne de spiritualité. Alors déjà, peut-être de manière générale, puisque vous étudiez la théologie des arts, regardez une œuvre d'art, est-ce que c'est lié à une forme d'expérience spirituelle ? Oui, alors c'est une question qui est très large. Il faut que je fasse attention pour circonscrire un peu mon propos. Ce qui est sûr, c'est que oui, je crois on peut faire une expérience spirituelle à travers une œuvre d'art. Et je pense que l'œuvre d'art, elle sollicite notre imagination, nos sens. Et donc en cela, elle se rapproche pas mal de ce qu'on peut voir dans la spiritualité ignatienne, du point de vue de la contemplation d'une scène évangélique, et ce à quoi les exercices nous invitent, c'est-à-dire de faire travailler et de faire confiance à ces facultés, qui ne sont pas seulement de l'ordre du ressenti, mais qui peuvent être aussi travaillées par Dieu, et qui du coup nous permettent aussi de faire une expérience, je crois, spirituelle. Et en même temps, ce qui m'ennuie avec ce lien très fort entre expérience esthétique et expérience spirituelle, expérience mystique, bien c'est le fait qu'il y ait une espèce de rattachement un peu automatique de l'expérience esthétique à une expérience spirituelle. Et disons que voilà, quand on voit dans notre société la diversité des personnes qui peuvent faire ces expériences esthétiques, c'est peut-être des expériences spirituelles anonymes, mais disons que ça, voilà, là où ça me gêne, c'est qu'en tout cas, quand il y a un lien qui se fait de manière un peu automatique ou trop forte. Donc je pense que oui, l'expérience spirituelle peut ouvrir à une expérience esthétique et inversement, plutôt, et oui, l'expérience esthétique peut ouvrir à une expérience spirituelle, mais je crois en même temps qu'il y a une certaine autonomie des deux, et que cette autonomie est importante à garder. Sans confusion, en quelque sorte. Exactement, oui, tout à fait. Alors là, vous avez écrit un article sur le noir dans la peinture. Alors, pourquoi s'intéresser au noir dans la peinture ? Et puis, peut-être d'abord, une question qu'on peut se poser, c'est le noir est-il vraiment une couleur ? C'est une question qu'on se pose ou qu'on entend parfois. Alors, le grand avantage des commandes d'articles, c'est que souvent, c'est le rédacteur en chef, la rédactrice en chef, qui pense aux auteurs pour un article, mais pas forcément à partir de choses ayant déjà été écrites par les dites personnes. Et donc, c'est souvent des occasions de recherche, et c'est ça qui est très intéressant pour moi. Donc l'avantage effectivement de ces articles de revue, c'est de pouvoir écrire quelque chose qui correspond pas forcément à un sujet de recherche propre, mais qui du coup sollicite et met en mouvement. Et j'avoue que maintenant, après cet article, je regarde plus non plus la peinture de la même manière. Et donc c'était ce thème en fait de Christus qui s'appelle Avancer dans la nuit, un très très beau numéro sur justement l'expérience du silence. Et la commande qui m'avait été faite, c'était d'écrire quelque chose sur le noir dans la peinture. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et alors la question des couleurs, alors moi j'aurais envie est-ce que le noir est une couleur ? Alors il faut je voudrais renvoyer ça sans doute à l'excellent livre de Michel Pastoureau, hein, qui est très classique là-dessus. Mais je crois en deux mots, assez rapidement, le noir s'impose comme couleur à proprement parler, notamment à la période médiévale. Et puis en fait, avec l'imprimerie, on va passer d'images qui étaient jusqu'alors enluminées, qui existaient en couleur, à des images qui vont être produites de manière beaucoup plus large, mais en noir et blanc, par la technique de l'imprimerie.
Et c'est, je crois, enfin en tout cas c'est ce que dit Michel Pastoureau, à partir de ce moment-là, que l'image en noir et en blanc va trouver et va avoir un statut un peu différent de l'image couleur. Et ça va sans doute contribuer à la disparition du noir en tant que couleur propre. Finalement, on peut tenir que c'est quand même une couleur, même si on a perdu cette notion. Alors, vous le mentionniez il y a quelques instants, on pense spontanément à un peintre comme Soulages, c'est vrai quand on parle du noir en peinture, mais il est vrai qu'il semble viser un outre noir, quand on l'entend, c'est une de ses expressions. Les artistes cherchent-ils tous à viser une forme d'au-delà du noir? Puis peut-être quels exemples de traitement du noir pouvez-vous mentionner? Oui, alors bien sûr, hein, à travers l'outre noir de Soulages, hein, et je crois plus largement dans son travail, hein, finalement, c'est pas tant le noir en tant que tel que bah, justement, soit la question de la lumière, hein, souvent dans ces outres noirs, c'est la manière dont la lumière se reflète justement sur ces différentes surfaces noires, certaines sont brillantes, certaines sont mates, qui l'intéressent. Et puis dans son travail un peu antérieur, eh bien, c'est plutôt comment le blanc qui apparaît et qui n'est pas encore couvert de noir, eh bien, se manifeste différemment en fonction justement de ces grandes zones noires qui l'entourent. Et donc il y a quelque chose en fait qui est intéressant et sans doute commun chez beaucoup d'artistes dans leur pratique du noir, même si on ne peut pas évidemment généraliser tout cela, mais que le noir a une valeur, une fonction sans doute aussi, ou un effet de pouvoir révéler ce qui est à côté de lui. Voilà. Et là où d'autres couleurs peuvent s'imposer d'elles-mêmes, eh bien, il y a quelque chose dans le noir, ce que j'ai appelé une forme d'hospitalité à d'autres éléments et qui permet justement d'être plus attentif à ces éléments. Alors, comme exemple, moi j'ai parlé en ce moment là à Paris, il y a une exposition Ribera, du nom de cet artiste espagnol qui a travaillé en Italie et chez qui on trouve pas mal de noirs. Mais on retrouve ça aussi chez le Caravage, hein, avec les clairs obscurs et ses fonds noirs. Mais je dirais, euh, ce qui m'étonne à chaque fois dans ces grandes surfaces noires avec quelques détails à côté, c'est d'abord une expérience temporelle. C'est-à-dire que ça reproduit cette expérience qu'on peut avoir lorsqu'on se réveille dans une chambre obscure et qu'il faut un petit peu de temps pour que nos yeux s'adaptent à l'obscurité. Et ça nous rappelle en fait que donc dans l'expérience du voir, il y a le facteur temps qui importe. C'est-à-dire que souvent on voit dans le voir, on pense souvent à quelque chose de très instantané, d'immédiat. Or, notre regard a besoin de temps. Et d'une certaine manière, le noir dans la peinture, il peut aussi nous apprendre, nous révéler cette dimension-là de temporalité. Et puis, le noir, c'est un peu comme les ombres. Moi, ça serait aussi un très beau projet d'article. Je voulais proposer le thème de l'ombre aussi pour cet article-là, qui est que, en fait, l'ombre révèle aussi quelque chose, voilà, qu'on ne voit pas ou auquel on n'est pas attentif. Et moi, j'avoue que dans ma recherche théologique, et en cela, je suis assez marqué par ce qui se vit dans cette maison sur l'attention à ceux qu'on ne voit pas, CEUX, ces personnes que l'on ne voit pas, que l'on ne remarque pas. Mais c'est vrai aussi, je crois, du rapport à la création, avec un grand C, cette attention à notre maison commune, qui peut être aussi quelque chose que l'on ne voit pas. Et je crois que dans l'expérience esthétique, et c'est peut-être aussi un des éléments en tant que tel qui fait qu'elle est aussi éminemment spirituelle, ou qu'elle peut être éminemment spirituelle, c'est qu'elle peut nous aider justement à cultiver notre regard pour nous rendre attentifs à ce qui ne compte pas. Et je crois que le noir, l'ombre, souvent, ce ne sont pas les choses les plus centrales qu'on regarde dans un tableau, normalement. Mais en même temps, eh bien, être attentif à ces éléments-là, et c'est ce que j'essaie d'indiquer dans mon article, eh bien, ça peut réveiller un peu notre regard, et par là même nous rendre aussi peut-être plus attentifs à toutes ces personnes, toutes ces choses qu'on ne voit pas dans notre ordinaire. Ouais, donc un noir hospitalier, un noir qui révèle la temporalité, qui nous rend attentifs à ce qu'on voit moins. En vous écoutant, je me disais même, ça renvoie peut-être aussi à la formation des icônes aussi, avec la couche de noir qui est première avant tout le reste. Alors, pour continuer à plonger dans cette question du noir, que peut nous apprendre la contemplation du noir et en peinture et pour notre propre vie plus largement?
Alors, évidemment, cette attention dont je parlais tout à l'heure sur ce que l'on voit, enfin et ce que l'on et ce CEX, que l'on ne voit pas, ça c'est sans doute un 1er élément. Et puis, disons, pour moi, la question du noir, ça renvoie aussi à la question de l'affirmation, de l'image. C'est-à-dire, quel est le statut d'une image et par là même, quel est le statut d'une peinture, par exemple? Est-ce qu'une peinture, c'est seulement une affirmation, c'est-à-dire une traduction en image, une illustration, d'un concept, d'un discours, d'une histoire? Et auquel cas, eh bien, l'image, va être seulement illustrative, c'est-à-dire qu'elle est là pour être le support, d'un discours. Ou alors, est-ce que l'image, eh bien, elle nous ouvre pas à autre chose? Voilà. Hein, on peut souvent, hein, quand moi je fais pas mal visiter d'églises, on se pose la question quand on va par exemple à Vézelay, pourquoi on a des chapiteaux qui sont si ornés et pourtant qui sont à 12 mètres de haut et qui font que on ne les voit pas? Et comme si, finalement ces chapiteaux-là, ils étaient moins là pour, être vus qu'être présents. Voilà. Et je crois en tout cas avec le noir, soit on se dit en fait, ça ne représente rien de spécial et soit on se dit: «Mais en fait peut-être qu'il nous aide à voir quelque chose d'autre dans l'image» et quelque chose où l'image n'est pas seulement une illustration, mais aussi, eh bien elle porte une présence en elle-même, où elle renvoie à un au-delà. Alors pas un au-delà, spirit, et ésotérique, mais un au-delà où en fait, je crois et on retrouve ça chez un certain nombre de philosophes en esthétique aussi sur le fait qu'une image, elle affirme, elle dit quelque chose, et en même temps, elle le retire. Voilà. Et c'est-à-dire que lorsque je vois par exemple une peinture, peut-être par exemple d'une Annonciation, on peut la regarder en se disant juste, ben voilà, c'est une Annonciation et j'y reconnais Marie et l'ange Gabriel. Et sans doute, on n'aura pas tort. Mais je crois ce qu'on peut vraiment gagner à la contemplation de cette œuvre d'art, et la question du noir peut nous y aider, c'est que eh bien, tout n'est pas dit dans cette image. Voilà. Et normalement, une image qui est bien construite, une image voilà, qui crée du sens, eh bien, à la fois elle affirme et elle se retire. Et je crois que c'est cette trace de noir qui peut exister dans les images, elle maintient ouverte une forme de mystère. Voilà. Et elle nous dit, cette image ne dit pas tout. Ce qui est renvoyé, ce à quoi renvoie cette image, eh bien, est plus grand que ce que j'arrive à voir. Et je reprends une formule là de Michel Brière, qui était aumônier aux Beaux-Arts de Paris, théologien, qui a beaucoup travaillé la question de l'art, et qui disait que le visible ne se réduit pas au lisible. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'arrive à lire, à reconnaître dans une image, eh bien, ce n'est pas le tout de l'image. Et je crois que cette attention au noir, eh bien, c'est une manière de se rendre attentif à l'au-delà du lisible. Voilà, ce que l'on ne voit pas. On a un peu envie de courir au musée après pour essayer de vivre cette expérience. Mais peut-être plus largement, justement, en vous écoutant, pour nos auditrices et auditeurs, comment apprendre à regarder une œuvre d'art? Et puis, quel lien peut-on faire avec notre vie spirituelle? Un petit peu des conseils pour débutants ou à peine initiés. Alors, je dirais peut-être la première chose, c'est souvent ce que je dis quand j'accompagne des personnes dans un musée, ne regardons pas le cartel. Voilà, souvent quand on va au musée, peut-être et légitimement, hein, et bien sûr, on a besoin souvent d'être à la fois ou rassuré ou conforté dans l'identification qu'on a fait du sujet du tableau que l'on a aperçu un quart de seconde. Mais je crois qu'il y a vraiment une vertu à d'abord regarder le tableau, chercher ce qu'il représente, essayer peut-être eh bien oui, de laisser venir l'image à soi, plutôt que tout de suite essayer de reconnaître l'auteur, le situer dans une histoire, de situer l'œuvre dans l'histoire, dans la production de cet artiste. Mais d'abord regarder l'œuvre en tant que telle et, et d'être sensible aussi à ce en quoi elle nous touche. Et peut-être justement là où on va être vite tenté de dégainer un concept, une interprétation, d'être capable de dire pourquoi factuellement, c'est-à-dire ce que je peux reconnaître de manière sensible dans ce tableau, pourquoi ça me plaît, pourquoi ça m'émeut. Et pas parce que ça symbolise ça, mais parce que ce bleu est magnifique,
parce que cette ombre noire, elle est inattendue, parce que cette manière de peindre la lumière, elle est étonnante, parce qu'il y a une forme de silence dans cette peinture, parce qu'au contraire, il y a comme un accord, comme une musique qui se dégage d'elle. Voilà, des choses comme ça, en fait, qui sont très simples. En fait, je crois le plus dur avec une peinture, c'est d'essayer de, enfin une peinture ou toute forme d'image, et je crois toute forme d'art, c'est justement de réussir, lorsqu'on est face à elle, à mettre de côté tous les bagages que l'on porte avec nous, beaucoup de nos certitudes, beaucoup de nos différentes lunettes d'histoire de l'art, de croyants même, ou autres, et d'accepter en fait de rencontrer une œuvre d'art dans une certaine nudité et de se laisser enseigner par elle. Et je crois que ce dépouillement, eh bien, il a peut-être à voir quelque chose, peut-être à voir avec une expérience spirituelle, et en tout cas celui avec lequel on cherche à avoir une expérience spirituelle qui est le Christ, bien sûr. Merci, nous approchons de la fin du podcast. Alors un mot de la fin. Eh bien, oui, je dirais ça. Allons voir des images, allons alors, ou écouter des spectacles. Moi, j'avoue que j'ai un tropisme un peu plus grand vers l'image. Mais surtout, soyons capables d'en parler. Enfin, moi, je suis très sensible dans l'actualité récente à voir, notamment côté catholique, combien on peut être très réactif du point de vue des images, qu'on peut parfois juger outrancières ou insultant notre foi. Et je crois qu'il y a bien des choses qui pourraient être détendues, en tout cas si on était capable d'accepter de dialoguer ensemble à partir d'une image. Et je trouve qu'une des expériences les plus réjouissantes pour moi de ces dernières années, c'est de pouvoir aller au musée avec quelqu'un et de regarder ensemble une peinture et de confronter son propre regard à celui d'un autre et un troisième ultime bien sûr qui est l'artiste qui a produit cette œuvre. Mais je crois que oui, en cette année où on a tant besoin, je crois, de se parler, hein, comme le disait là, cette initiative de la Croix, si on en parlait, eh bien voilà, parlons de peinture, parlons d'art les uns avec les autres, et peut-être justement de ce en quoi ça rejoint quelque chose de très profond en nous, et je crois que ça pourra nous faire beaucoup de bien. Eh bien, merci de cette cure de vitamines que vous nous proposez. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.